Mesdames, Messieurs, chers clients, bienvenue aux Perspectives 2025 de Bordier pour cette édition ici à Nyon. C'est notre événement annuel où nous nous penchons sur l'avenir et les tendances émergentes afin de déterminer leur impact sur le monde d'investissement et plus pertinent sur vos investissements à vous. Je vous remercie vivement d'avoir consacré ce soir pour nous et vous serez bien sûr récompensé par un cocktail dînatoire de première qualité après la présentation. Avant de passer la parole à nos co-CIOs Frédéric Potel et Gianluca Tarolli, j'aimerais vous parler un peu de la situation de la banque, de notre stratégie et de certains projets importants pour le futur. Certains d'entre vous se demandent pourquoi pourquoi ce n'est pas Grégoire qui est sur la scène ce soir au lieu d'être dans l'audience. En fait, c'est très simple. Il m'a demandé de le faire et j'ai accepté. Peut-être l'année prochaine, ça sera de nouveau lui. Peut-être ça sera moi. Peut-être ça sera Évrard. Certains d'entre vous se demandent peut-être aussi qui je suis. Je m'appelle Christian Scanild. Je suis associé de la banque avec Grégoire et son frère Évrard. J'ai rejoint Bordier il y a 4 ans maintenant, après avoir passé l'essentiel de ma carrière chez Capital Group, ce qui est une grande société d'investissement américaine où j'étais spécialisé sur le private equity. J'ai déménagé à Genève avec ma famille en 2008 et j'ai connu la famille Bordier depuis lors. Cette année, notre banque Bordier et compagnie fête 180 ans depuis sa création en 1844. Il s'agit d'une étape importante et nous sommes vraiment très humbles lorsque nous pensons à la contribution de tous ceux qui nous ont précédés pour faire de la banque ce qu'elle est aujourd'hui. Et que nous, les associés, nous avons la responsabilité d'assurer son succès continu pour les générations futures. L'ADN et la culture d'entreprise de la banque est très important pour nous et je peux vous assurer qu'elle est toujours intacte. Alors, prochain slide. Alors, comment résumer l'ADN de Bordier? Tout d'abord, nous nous concentrons sur le long terme, sur la durabilité et sur la protection des avoirs de nos clients en vue de leur transmission à la génération suivante. Deuxièmement, nous sommes privés et totalement indépendants. Nous n'avons pas d'actionnaires extérieurs avec des priorités conflictuelles ni le besoin de publier nos résultats. Troisièmement, nous les associés avons conservé la structure de responsabilité illimitée. Nous sommes la seule banque à Genève à l'avoir fait et cela permet d'aligner fondamentalement nos intérêts avec ceux de nos clients et nous rend très conservateurs par rapport à notre appétit pour le risque. Enfin, nous sommes une banque à taille humaine et nous le resterons. C'est un des principaux moyens de pouvoir préserver notre ADN unique. Aujourd'hui, Bordier est une banque internationale. Bien sûr que notre marché principal reste la Suisse. Sur cette slide, vous voyez que toutes les entités du groupe ont augmenté leurs actifs sous gestion depuis le début de l'année, ce qui est très réjouissant. Cela nous donne aussi une belle diversification géographique et la croissance dans chaque entité est clairement aussi motivante pour les équipes sur place. Les actifs sous gestion, les AUM, sont un moteur clé de nos revenus et de notre rentabilité. Comme vous voyez, au niveau du groupe, nous sommes aujourd'hui à peu près de 18 milliards de francs suisses en AUM, plus de 21 milliards en dollars. Et dans le classement des banques suisses établies par KPMG, Bordier se trouve confortablement dans la catégorie mid-size pour laquelle le seuil est de 10 milliards de AUM. Vous pouvez également voir sur le graphique que nous avons connu une croissance régulière de nos AUM
au cours des 10 dernières années, à la fois en Suisse et dans nos filiales à l'étranger. Cette année, la hausse des marchés nous a bien aidés, mais nous avons également pu bénéficier d'un effet positif d'apport net de la part de nos clients existants, merci beaucoup, et des nouveaux clients, même si cet effet est inférieur à celui qu'on a connu dans les années précédentes. Sauf effondrement des marchés d'ici fin de l'année, nous prévoyons donc de terminer 2024 sur une bonne note, avec des résultats particulièrement robustes comparés à nos pairs. C'est d'autant plus réjouissant que cela fait suite à une année de record en termes de résultats pour la banque en 2023. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu de notre stratégie. Ceci n'est pas une nouvelle stratégie, ni une stratégie que nous prévoyons de modifier au court ou moyen terme. Elle est assise sur un socle qui est composé de 5 piliers que vous voyez ici. D'abord, nous sommes spécialisés dans la gestion privée pour nos clients privés et leurs familles. Nous n'avons donc pas développé une gamme de produits maison et nous n'offrons pas de services aux institutions. Afin d'être proches à nos clients, qui eux-mêmes sont internationaux, nous avons développé un vrai réseau international, avec une présence à Londres et à Paris en Europe, ainsi qu'en Asie et en Amérique latine. Troisièmement, notre objectif principal est de préserver le capital, de réduire la volatilité dans les portefeuilles et de générer des solides rendements ajustés au risque. Nous offrons un service sur mesure en investissement directement dans des sociétés reconnues et les portefeuilles doivent être simples et transparents, qu'ils soient gérés ou simplement conseillés. Finalement, nous, les associés, gérons la banque de façon particulièrement prudente, sachant que nous avons une responsabilité illimitée, comme je vous l'ai rappelé au début de cette présentation ce soir. Maintenant, je passe à quelques développements depuis notre dernier événement Perspective sur 3 sujets spécifiques. En termes de notre stratégie informatique, nous sommes très contents d'avoir renouvelé le contrat avec Lombard Odier pour notre système bancaire principal. Il s'agit d'un système de grande qualité qui est bien adapté à nos besoins et ceux de nos clients. Le contrat est renouvelé pour une longue période et cela nous assure la continuité, la certitude de nos coûts et la tranquillité d'esprit de disposer d'un système très performant. Sur le recrutement, nous avons continué et nous continuerons à renforcer la banque avec des gérants d'exception qui correspondent à la culture de Bordier et qui ont des clients qui peuvent les suivre. C'est le type de croissance organique le plus qualitatif pour notre banque, même si ce n'est pas toujours le plus facile à réaliser dans le marché actuel. Sur le plan international, nous avons signé un accord avec un partenaire local en Arabie Saoudite et avec ce partenariat, nous espérons pouvoir renforcer notre réseau et notre présence sur ce marché en pleine croissance. Enfin, avant de passer la parole à Frédéric et Gianluca, je vais dire quelques mots sur certains projets importants pour 2025 et au-delà. Nous avons augmenté nos investissements dans le marketing et branding, et vous verrez des développements dans ce domaine l'année prochaine. Je ne peux pas encore tout divulguer ce soir. Nous continuerons d'accroître notre utilisation d'outils d'intelligence artificielle. Il est clair que cette technologie aura un impact profond sur notre façon de travailler et sur notre efficacité dans le secteur bancaire comme dans beaucoup d'autres secteurs. Mais je vous rassure que nous voyons l'intelligence artificielle comme un moyen d'être plus efficace et pas pour mettre des robots en face de vous.
En termes d'espace physique, afin de répondre à notre croissance, nous avons signé un bail pour augmenter notre espace de bureau à Zurich et nous sommes sur le point de faire de même à Genève. À Genève, nous allons maintenir notre présence dans le quartier des banques sans déménager, alors qu'un certain nombre d'autres banques ont décidé de le quitter. Enfin, en ce qui concerne le collège des associés, après 12 ans à Singapour, où il a créé et très bien développé notre banque là-bas, Evra Bordier reviendra à Genève pour y prendre des responsabilités. Il va continuer à être responsable au niveau d'associé pour la banque à Singapour et je pense que c'est important de souligner que le retour d'Evra à Genève ne doit pas être perçu comme une diminution de notre engagement à développer la banque à Singapour. Au contraire, nous sommes qu'au début de notre développement dans cette région passionnante où j'ai moi-même vécu et travaillé. Nous sommes très contents d'avoir engagé une personne de très haut niveau de Lombardie pour y prendre la direction dès l'année prochaine. Je vais m'arrêter là et je passe la parole à l'événement principal de ce soir, la présentation de Perspectives Bordier pour cette année par Frédéric Potel et Gianluca Taroli. Merci pour votre attention. Merci Christian, bonsoir à tous et bienvenue pour les perspectives de 2025. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait vous proposer un résumé des épisodes précédents et vous rappeler quelles étaient les principales conclusions d'investissement auxquelles on avait abouti ces dernières années. On a, dès 2021, parlé beaucoup de taux d'intérêt et d'inflation. Ça a eu une influence très profonde sur la gestion de la poche obligataire de nos portefeuilles. On a rappelé le rôle structurel de l'or dans un portefeuille et le fait que ça devait être un actif à détenir en tout temps. C'était d'ailleurs notre devise préférée pour cette année 2024. On a évidemment passé pas mal de temps à décrire le nouvel ordre mondial qui se mettait en place, notamment la confrontation entre les États-Unis et la Chine, et puis les problèmes spécifiques de l'Europe. Bien sûr, les méga-tendances qui étaient à l'œuvre, notamment les sujets de transition et puis la domination de la Chine dans ce domaine, et puis le sujet de la digitalisation de l'économie, qu'on retrouve aujourd'hui dans les sujets d'intelligence artificielle, qui sont eux-mêmes liés à un thème qu'on va développer, qui est celui de la productivité. Toutes ces conclusions ont été embarquées en fait dans nos stratégies d'investissement et ont eu une contribution plutôt positive dans les stratégies et dans les portefeuilles. Mais évidemment, le sujet qui nous occupe dans les mois qui viennent et le mois prochain, qui va avoir une grande importance, c'est celui des élections américaines. Et pour parler de ce sujet-là, on est allé rencontrer Laurence Nardon à l'Institut français des relations internationales et on va discuter ici surtout, dans un premier temps, des conséquences domestiques de cette élection. Bonjour Laurence Nardon, merci de nous recevoir à l'Institut français des relations internationales, dont vous êtes la responsable Amérique. Alors évidemment, le gros sujet qui arrive, ce sont les élections américaines. Quels sont, d'après vous, les principaux enjeux domestiques de ces élections ? Donald Trump, on le sait, depuis 2016, c'est un politicien, on dirait en Europe, d'extrême droite. Il a fait campagne depuis le début, à la fois sur un populisme de droite et sur un populisme de gauche. Le populisme de droite, c'est le populisme anti-étranger, si vous voulez, xénophobe. Et le populisme de gauche, c'est un populisme anti-élite qui veut, là aussi, une fermeture des frontières, mais cette fois-ci face au libre-échange commercial et au départ des usines vers la Chine, en gros, pour être très concret. Kamala Harris, elle est également prise dans ce mouvement qui veut voir la fin de l'ultralibéralisme économique, celui qu'on a hérité de Reagan, et en même temps, elle reste très libérale sur toutes les questions sociales, sociétales. Elle représente quand même le Parti démocrate. Il y a un sujet qui commence à inquiéter un peu les marchés financiers, c'est celui de la soutenabilité de la dette américaine et donc des déficits. Et malgré tout, on a l'impression que ce sujet est relativement absent des débats dans le cadre de cette élection présidentielle. Quel est votre point de vue ?
Kamala Harris, de son côté, héritière de l'administration Biden, si elle est élue, est quand même héritière d'une politique économique qui a été extrêmement dépensière en investissements fédéraux. C'est vrai qu'elle n'en parle pas parce que c'est l'une des critiques principales qui est faite à l'administration Biden aujourd'hui, le fait que les dépenses liées au Bidenomics ont été immenses et ont sans doute eu un effet inflationniste assez fort, en tout cas en début de mandat. Trump a complètement transformé le Parti républicain, parti qui pendant de longues années était le parti de l'orthodoxie financière. Il ne fallait pas faire trop de dettes, il fallait faire attention aux dépenses, etc. Lui a totalement coupé avec cette tradition et semble ne pas se préoccuper trop, lui non plus, de la dette fédérale. L'un des actes forts de la présidence Biden, c'était l'Inflation Reduction Act. Est-ce qu'on peut déjà tirer un premier bilan? Et en quoi pensez-vous que l'élection éventuelle de Donald Trump changerait la donne sur cette question? Il ne faut pas oublier qu'à côté de l'IRA, il y a aussi le CHIPS Act sur les semi-conducteurs et le Infrastructure Act pour reconstruire des ponts, des aéroports et des écoles primaires. Donc c'est vraiment un énorme ensemble qui résulte d'une politique industrielle fédérale volontariste, une première depuis le New Deal ou au moins les années 60 aux États-Unis. Si jamais Trump était élu, eh bien, tout ce programme de remise en route des classes moyennes par le biais du secteur industriel aux États-Unis, eh bien, tout ce programme serait poursuivi, serait amplifié, parce qu'en réalité, il correspond à ce côté populiste de gauche que Trump a poussé dès sa campagne de 2016, qui consistait à vouloir aider la vraie Amérique, c'est-à-dire la classe moyenne américaine. Donc ça, c'est le tableau, c'est l'enjeu. On a quand même approfondi la question et regardé les programmes des candidats. Donc vous voyez en trame Kamala Harris et puis Donald Trump, démocrate républicain. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion principale? D'abord, sur la partie activité économique, business, et ce n'est pas une surprise, on aura quelque chose de probablement plus libéral côté de Trump, notamment sur la question de la fiscalité et de la fiscalité des entreprises. Une dérégulation qui sera plus forte, notamment dans le système bancaire. Du point de vue des dépenses, et on en a parlé, c'est un vrai sujet pour les marchés, le niveau de déficit et de dette américaine. Là, pour le coup, il y aura des dépenses des deux côtés, alors peut-être un peu plus du côté de Trump, et surtout, elles ne sont pas affectées aux mêmes choses. On va cibler plutôt les classes moyennes du côté de Kamala Harris, et plutôt cibler corporate américain et la défense du côté de Donald Trump. On a une confrontation totale sur l'énergie. Kamala Harris, c'est plus de renouvelables. Donald Trump veut retrouver, le terme est employé, une domination américaine dans les énergies fossiles. Et puis du côté international, c'est quelque chose qui marque un repli américain. C'est plus marqué chez Donald Trump, que ce soit sur le commerce, avec des hausses de droits de douane, ou sur l'immigration. En termes économiques, quand on prend tout ça, nous on aboutit à la conclusion que les deux programmes favorisent toujours la croissance et creusent le déficit. Finalement, c'est deux versions différentes d'America First. C'est ciblé classe moyenne, c'est Middle Class First pour Kamala Harris et Corporate America First pour Donald Trump. Et du point de vue des secteurs qui pourraient être privilégiés ou favorisés ou défavorisés, vous les avez en bas et ça découle assez naturellement de ce qu'on vient de dire. On a essayé d'estimer, il y a un sujet sur la fiscalité des entreprises, la barre du milieu représente le résultat du S&P 500, donc du marché américain, avec la fiscalité telle qu'elle existe aujourd'hui. Et en fait, on voit très bien que si vous appliquez la fiscalité de Kamala Harris, en gros, ses résultats baissent de 5%, et si vous appliquez la méthode Trump, ses résultats montent de 5%. Donc vous avez un écart potentiel de 10% sur le bénéfice par action du S&P 500 entre les deux candidats, ce qui n'est pas négligeable. Frédéric, on vient de voir l'impact des élections américaines sur les entreprises domestiques, mais quel peut être l'impact de ces élections sur le reste du monde? Alors c'est une question qui est importante parce que ces élections, elles arrivent à un moment absolument clé des relations internationales. Alors, on a pris ici un graphique, il ne faut pas prendre peur, ça s'appelle l'horloge de la fin du monde. Ça a été créé en 1947
et ça vise à mesurer un peu le niveau de stress qu'il y a dans la géopolitique mondiale. C'est très lié aux questions de prolifération nucléaire, aux questions de conflits, etc. Et vous voyez que plus on s'approche de minuit, qui est le zéro, la ligne horizontale, plus la situation est tendue. Et on est aujourd'hui dans une situation qui est tendue, à l'instar de ce qu'on avait dans les années 80 avec la crise des euromissiles ou la guerre de Corée dans les années 50. Et on voit aussi, en listant les épisodes de la géopolitique depuis ces 60 dernières années, qu'on retrouve aujourd'hui dans les confrontations mondiales des sujets qui sont tout à fait similaires et que l'histoire a un peu tendance à se répéter. Donc pour discuter de ces questions internationales, on a continué notre entretien avec Laurence Nardon. Sur le plan de la politique internationale, on voit que les positions de Donald Trump sont comme souvent très tranchées. C'est beaucoup moins le cas du côté démocrate. Quelle lecture vous pouvez faire, vous, de la politique étrangère qui serait suivie par Kamala Harris? On n'a pas encore beaucoup d'informations extrêmement précises sur ce qu'elle ferait, mais on peut penser qu'elle serait prise, elle aussi, dans l'esprit du temps aux États-Unis qui pousse au repli, qui exprime ce qu'on appelle une grande fatigue de l'empire, le fait que les États-Unis n'ont plus envie d'être le gendarme du monde. On peut dire qu'aujourd'hui, les États-Unis ont une grande tentation de repli, une grande tentation presque de fermeture. On le voit sur le libre-échange, que ce soit à gauche et à droite. On le voit aussi sur la politique étrangère. Dans l'hypothèse d'un règlement du conflit ukrainien, notamment sous pression américaine, justement, est-ce que vous pensez que ça représente plus généralement un risque pour l'Europe d'être abandonnée par les États-Unis? Ah, si Trump est élu et qu'il fait négocier en 24 heures, comme il nous l'a dit, une paix entre Russie et Ukraine, évidemment au détriment de l'Ukraine, je pense que nous, Européens, on aurait beaucoup de soucis à se faire. Enfin, je pense que les Polonais, par exemple, seraient extrêmement inquiets. Et une fois de plus, ça doit nous pousser, nous, Européens, Union européenne ou OTAN dans sa version européenne uniquement, ça doit nous pousser à nous prendre en main. Kamala Harris a dit au contraire qu'elle continuerait à soutenir l'Ukraine, mais quand même, on voit bien, même du côté démocrate, qu'il y a de plus en plus l'idée que les Ukrainiens ne vont pas réussir à chasser les Russes des régions occupées et que donc il va bien falloir en sortir à un moment. Sur le conflit à Gaza maintenant, là aussi il y a une différence a priori puisque Trump devrait continuer à être extrêmement, non seulement pro-sioniste, mais en réalité pro-Netanyahou. Néanmoins, il est quand même l'un des rares hommes politiques à pouvoir dire ces 4 vérités à Netanyahou. Il l'a déjà fait ces dernières années. Côté Kamala Harris, là aussi, on a une position un petit peu trouble, puisqu'elle essaye à la fois d'affirmer le soutien continu des États-Unis à Israël, l'alliance indéfectible, et en même temps, elle est bien obligée de tenir compte de la gauche du Parti démocrate, des étudiants sur les campus qui ont, depuis des mois, exprimé des positions extrêmement pro-palestiniennes, dans des proportions que moi, je n'avais jamais vues aux États-Unis. On sait que le maintien du leadership américain passe en particulier par l'avance technologique, notamment vis-à-vis de la Chine. Est-ce que vous voyez des différences d'approche sur cette question? Là encore, on peut escompter une certaine similarité entre les deux présidents, que ce soit l'un ou l'autre qui soit élu, puisque Trump, comme Kamala Harris, voit la Chine comme le nouveau challenger, et notamment sur les questions de technologie. Et en fait, on a vu une continuité entre l'administration Trump puis l'administration Biden, qui ont voulu tous les deux mieux contrôler les exportations de haute technologie vers la Chine. Donc si Trump est élu, il continuera, et si Kamala Harris est élue, elle continuera également. Le danger technologique chinois est vraiment pointé des deux côtés du spectre politique aux États-Unis, donc il n'y a aucune chance qu'il se desserre en janvier 2025. La question de savoir s'il sera efficace, ça c'est autre chose. Le danger technologique chinois. Donc on voit bien que États-Unis-Chine, c'est vraiment la nouvelle confrontation, un peu à l'image de la guerre froide avec l'URSS à l'époque. On va l'illustrer ici avec
une étude qui montre le top 20 des entreprises mondiales en termes de nombre de brevets sur l'intelligence artificielle. Donc en rouge, évidemment, c'est la Chine, les États-Unis en bleu turquoise. Et vous voyez que la Chine, on avait parlé déjà des études académiques, des notes de recherche l'année dernière, on avait la même conclusion, la Chine a pris un peu le leadership de ce côté-là. Ça ne veut pas dire que les entreprises chinoises ont pour l'instant pris le leadership, mais du point de vue des brevets et de la recherche, c'est déjà un peu le cas quand même. Et puis l'autre aspect de la confrontation, et c'était déjà le cas à l'époque de l'URSS, c'était sur le, si vous vous souvenez, c'était sur le sport, les matchs d'échecs, pour montrer au monde quelle puissance était la première puissance mondiale. Et on a la chance d'avoir eu les Jeux Olympiques, et la coïncidence fait que, un peu comme à la grande époque de l'URSS, les deux premières nations au tableau des médailles, ce sont les États-Unis et la Chine, et la coïncidence fait aussi qu'elles ont fini avec le même nombre de médailles d'or. Donc on est avec ces deux superpuissances aujourd'hui. Et cette nouvelle confrontation planétaire, elle a pris un tour un peu plus dur depuis la présidence de Trump qui a déclaré une guerre commerciale en juillet 2018. Vous voyez ici l'évolution des droits de douane au niveau international. Les courbes qui nous intéressent sont les courbes du haut, qui représentent les droits de douane des États-Unis vis-à-vis de la Chine et inversement, donc c'était les mesures de rétorsion. Vous voyez que ces droits de douane ont quasiment quadruplé sous la présidence Trump. Et ces droits de douane seraient appelés à augmenter, à être de nouveau triplés en cas d'élection de Donald Trump, notamment avec des droits de douane sur les achats en Chine, qui seraient taxés à 60% au lieu de 19% aujourd'hui. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus au moment de la guerre froide, et c'est qu'aujourd'hui, on a des interdépendances au niveau international qui sont beaucoup plus fortes. Par exemple, vous voyez ici que les achats américains d'équipements électroniques proviennent pour un tiers quasiment de Chine, c'est 230 milliards de dollars, et que ces 230 milliards de dollars, inversement, ils représentent plus de 20% des exportations chinoises de matériel électronique. Donc, grosse interdépendance. Ce qui nous amène à nous poser la question, à nous reposer la question de la déglobalisation dont on a parlé dans les éditions précédentes, et à revisiter la question. Alors, ce qu'on peut effectivement dire, ça c'est factuel, c'est la réalité, c'est que la Chine est en train de rediriger ses investissements des pays occidentaux vers le sud global et les BRICS, BRICS+, dont on a parlé les années précédentes. Ce qui est représenté ici, c'est... pardon. Alors c'est à l'écran, il faut avancer d'une slide. Je peux essayer de vous chanter une chanson, mais ça va pas être très réussi, je pense. Voilà. C'est bon ? Donc, ce qui est représenté ici, ce sont la part des investissements chinois dans les différentes régions mondiales, en gris dans la période pré-Covid et en orange ou brun dans la période récente. Et vous voyez qu'on a un déplacement très clair de ces investissements vers le sud global. Aujourd'hui, plus de 3/4 des investissements chinois à l'étranger sont réalisés dans ces pays du sud global. Et ça se traduit, vous le voyez sur le graphique de gauche, c'est la courbe du haut, par une croissance ou une accélération des exportations de la Chine vers ces pays du sud global. Elles ont augmenté en gros d'1/3 depuis la guerre commerciale de 2018. Mais ce qu'on voit aussi, et ça c'est toujours à gauche, mais la courbe grise cette fois, c'est que les importations américaines à partir de ces pays ont, elles, augmenté de moitié. Ça veut dire en pratique que les exportations chinoises vers les États-Unis transitent par les pays du Sud ou du Sud global. Et ça se confirme parce que quand on regarde le graphique de gauche, on voit que les échanges commerciaux ont retrouvé leur tendance de long terme et représentent aujourd'hui plus de 60% du PIB mondial. Donc après cette phase d'atténuation de la globalisation, on est en fait revenu sur la trajectoire de long terme. Et pourquoi on est dans cette situation ? Eh bien justement parce qu'on est dans un monde qui est beaucoup plus interdépendant et voire enchevêtré. On l'illustre ici de deux manières. La première, ici, on vous représente le parcours d'une puce électronique entre son processus de fabrication, d'intégration dans des biens de grande consommation, par exemple des téléphones ou des voitures, et puis son exportation et son arrivée vers le consommateur final dans les pays occidentaux. Cette puce électronique, elle va traverser au moins 4 pays et faire 3 fois le tour du monde.
Et l'autre illustration à gauche, qui est peut-être même encore plus spectaculaire, c'est une représentation physique de l'enchevêtrement du monde aujourd'hui. Cette carte-là, elle représente les réseaux de câbles sous-marins de télécommunications et de transfert de données. Vous voyez qu'on est dans une pelote de laine. Enfin, le monde est enchevêtré en réalité. Et ça, c'est une vraie réalité aujourd'hui. Et justement, Frédéric, dans un contexte aussi interdépendant, comment peut-on inscrire la thèse de la dédollarisation de l'économie mondiale ? Alors la dédollarisation, c'est un sujet qui est important. On avait commencé à l'effleurer l'année dernière, donc on a revisité aussi la question. Même si, on le voit sur le graphique de gauche, la Chine commerce aujourd'hui plus, les courbes se sont croisées en renminbi, qui est sa devise, donc c'est la courbe rouge, qu'en dollars, qui est la courbe turquoise, vous voyez, 53 contre 43%. La Chine commerce plus aujourd'hui dans sa devise qu'en dollars. En revanche, on voit sur le graphique de droite que le dollar continue de dominer les débats, mais de manière massive, pour tout ce qui concerne les changes, les réserves de change, le financement des projets ou du commerce international, de manière très large, entre 60 et 90% de tout ça, c'est des dollars. Et d'ailleurs, la deuxième devise n'est pas le renminbi qui est représenté en rouge, mais l'euro qui est représenté en gris. Donc on a encore du temps devant nous par rapport à ce sujet de dédollarisation. Et d'ailleurs, ce n'est pas, je pense, pour l'instant, la première préoccupation de la Chine. La Chine a d'autres problèmes en ce moment, et elle a notamment un problème de sous-consommation et de surcapacité industrielle. Sur le graphique de gauche, vous voyez que les investissements industriels chinois, qui sont représentés en gris sur les 10 dernières années, ont été rapides et en tout cas supérieurs à ce qui est devenu la production industrielle de la Chine, qui est représentée en brun. Donc ça, cet écart qui s'accroît, représente une surcapacité de production. Et cette surcapacité de production, elle s'amplifie, elle s'est amplifiée depuis 2021 par ce qui est représenté à droite, qui est un coup d'arrêt complet à la croissance de la consommation domestique chinoise. Cette courbe, elle vous montre que depuis 2021, depuis la réouverture ratée post-Covid, avec la politique zéro Covid et la réouverture ratée, les Chinois ont perdu confiance et ont arrêté de faire progresser leur consommation. Donc ça s'ajoute à la surcapacité industrielle, ça pèse, et ça fait de la Chine une superpuissance industrielle qui est en surcapacité, et ça a des conséquences très importantes au niveau mondial, parce que la Chine est en réalité en train d'exporter ses surcapacités de production. Sur le graphique que vous avez ici à droite, vous voyez que moins les capacités sont utilisées, plus vous descendez sur l'axe vertical, plus la Chine augmente ses exportations sur l'axe horizontal. Par exemple, vous voyez que la Chine a augmenté ses exportations d'acier et d'automobiles de 25% au premier semestre par rapport au premier semestre de l'année dernière. Donc vous avez d'un côté cette monstre superpuissance industrielle en surcapacité, et en face, vous avez la superpuissance technologique. On va illustrer la puissance technologique et de maîtrise des data américaines par le nombre de data centers qui sont installés aux États-Unis. Vous en avez plus de 5000 aujourd'hui. Ce chiffre de 5000, il est plus grand que tous les data centers présents sur les 9 pays suivants. Et vous voyez notamment que le top 3 des pays européens a 5 fois moins de data centers que les États-Unis. Donc vous avez une superpuissance technologique et de data du côté américain. Et entre deux, la Chine, superpuissance industrielle, et les États-Unis, superpuissance digitale ou data, vous avez l'Europe qui fait face à des problèmes de force de travail et de productivité déclinante, qui est dépendante à plus d'un titre, du point de vue énergétique, du point de vue militaire, on en a parlé l'année dernière, qui fait preuve d'un manque de leadership en matière technologique, d'investissement, de progrès technologique, et qui finalement repose la question du projet européen. Qu'est-ce que c'est que le projet européen? Est-ce qu'on veut aller vers plus d'intégration ou pas, notamment? Et justement, est-ce que ces conclusions sont très différentes de celles du rapport de Mario Draghi sur la compétitivité de l'Europe? C'est une question qui tombe très bien parce qu'on était en train de préparer nos présentations et le rapport de Mario Draghi est sorti il y a 2 semaines. Et en fait, les conclusions sont exactement les mêmes. Les conclusions de Mario Draghi, c'est qu'on est dans un continent en Europe qui s'appauvrit. Le revenu réel et le patrimoine des Européens a augmenté 2 à 3 fois moins vite que celui des Américains sur les 20 dernières années. C'est un continent qui est sur une structure industrielle un peu datée, qui a du mal à innover. C'est un continent qui a une démographie déclinante, qui a des dépendances. Par exemple, vous voyez ici que plus de 3/4 des achats
de défense sont réalisés hors d'Europe pour les besoins européens, et 2/3 de ces achats sont faits aux États-Unis. Et puis c'est un continent qui est fragmenté, notamment du point de vue du marché des capitaux, et ça empêche de drainer l'épargne justement vers les bons investissements et les investissements de productivité et de croissance. Ce déclassement là de l'Europe, en fait, on le voit très bien si on regarde sur le graphique de gauche le poids des différentes régions dans le PIB mondial. Et vous voyez que sur les 30 dernières années, ça c'est la courbe, la droite verticale grise, sur les 30 dernières années, vous voyez que le poids de l'Europe dans le PIB mondial a baissé d'1/3. C'est aujourd'hui 17% du PIB mondial. Évidemment au profit de la Chine qui a émergé entre-temps. Donc, le Japon a un peu le même problème, mais ce qu'on voit aussi, c'est que les États-Unis, eux, ont réussi à garder leur poids dans le PIB mondial, 25%. Il n'y a pas eu de déclin, en fait. Et ça s'est traduit par une croissance réelle à l'échelle européenne qui n'a cessé de décliner escalier par escalier, qui était réelle, hein, donc hors inflation. La croissance qui était de plus de 5% dans les années 60, elle a graduellement baissé. 4, 3, 2, 1, maintenant à peine 1% de croissance et de potentiel de croissance au niveau européen. Donc c'est un continent qui est difficile à faire avancer maintenant. Les remèdes qui sont proposés par Mario Draghi, les objectifs, il y en a 3, c'est de mettre tout le paquet des efforts en Europe sur les investissements technologiques pour combler le retard par rapport aux États-Unis et à la Chine maintenant, faire baisser le prix de l'énergie, dont l'Europe est dépendante, baisser le prix de l'énergie parce que c'est un déterminant très important dans l'équation économique, et puis renforcer, on va dire, la souveraineté ou la sécurité européenne. Et pour faire ça, je ne vais pas rentrer dans toutes les mesures que propose Mario Draghi, mais en fait, la réponse qu'il propose d'apporter, elle porte un nom, c'est le fédéralisme en fait. C'est de faire converger tout ça, c'est d'aboutir à une solution fédérale et de demander à cet objet un peu plus fédéral de consacrer un effort très important d'investissement qui est chiffré à 4 à 5 points de PIB supplémentaires à investir dans la technologie et dans l'innovation. 4 à 5 points de PIB supplémentaires, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est 3 fois le plan Marshall. Ce qui nous fait être relativement modéré sur les chances de succès de cette opération. Et pourtant, la conclusion et même le signal d'alarme de Mario Draghi, c'est de dire que si on n'arrive pas à faire ça en Europe, alors il y a un risque existentiel parce que ça voudra dire que l'Europe n'a pas réussi à remplir sa promesse vis-à-vis de ses citoyens. Promesse de prospérité, de liberté et de paix. Donc il y a un vrai enjeu. Et notamment sur l'innovation, on le confirme ici, on a regardé le flux d'investissement, parce que les flux de capitaux ne mentent pas. Ici, vous avez les flux d'investissement par l'industrie du venture capital. Donc l'industrie du venture capital, c'est elle qui finance essentiellement l'innovation, justement. Et vous voyez que les flux d'investissement par le venture capital aux États-Unis ont été, qui sont toujours représentés en turquoise ici, ont été 5 fois supérieurs aux flux drainés en Europe pour l'innovation sur les 25 dernières années. Donc ça, c'est une accumulation très importante de retard pour l'Europe, notamment par rapport aux États-Unis. Justement, dans ce match États-Unis-Europe, on a vraiment l'impression que les États-Unis sont en train de gagner sur tous les domaines. Oui. Comment ça s'est traduit en termes de performance des entreprises américaines et européennes et aussi en termes de performance boursière? Eh bien, ça s'est malheureusement, j'allais dire, traduit de manière tout à fait mécanique par une moindre croissance, donc une moindre croissance des entreprises européennes, donc une moindre croissance des profits de ces entreprises européennes. Et vous voyez ici sur le graphique de gauche que les profits réalisés par les entreprises du stock 600, donc le marché européen qui est représenté en gris, viennent tout juste de revenir à leur niveau de 2008, alors que dans le même temps, les profits des entreprises du S&P 500, le marché américain, ont triplé sur la même période, depuis 2008. Et la conséquence, c'est le graphique de droite, c'est que la performance boursière du marché européen, qui est de plus 60%, dividendes compris, depuis 2008, côté américain, c'est pas plus 60%, c'est x6. Donc c'est un écart qui est absolument colossal. La bonne nouvelle, s'il y en a une, non pas pour l'Europe, mais pour Bordier, enfin surtout les clients de Bordier, c'est qu'on a, nous, accompagné ce mouvement, notamment parce que l'exercice qu'on fait là, chaque année de perspective, il nous permet de décrypter le monde, les évolutions, les enjeux économiques, et on a accompagné ça. On a représenté ici le poids des actions américaines dans nos stratégies d'investissement, dans les portefeuilles,
sur les 12 dernières années pour un portefeuille qui n'est pas un portefeuille de clients américains en dollars, mais pour un portefeuille, alors ici on a pris de clients européens en euros, et vous voyez que le poids des actions américaines qui était de 5% en 2012 dans nos allocations d'actifs, il a été graduellement relevé à 10, 20, puis aujourd'hui, depuis 3 ans, 30% du portefeuille pour un portefeuille croissance dans lequel il y a 2 tiers d'actions. Et ça a permis de capturer quand même une bonne partie de la performance boursière du marché américain. Donc arrivé à ce point de la présentation, je pense qu'il y a 4 choses qu'on peut retenir. Donc d'abord, sur les élections américaines, on va vers une tendance au repli et en tout cas au protectionnisme, voire au repli. Laurence Nardon l'a bien rappelé. On a sur le plan financier américain pas de perspective de réduction de déficit, donc il y aura ce sujet de déficit et de dette. L'hypothèse Trump est un peu plus favorable, probablement notamment à court terme pour les questions de fiscalité. Sur le plan international, on confirme qu'on est dans un nouveau paradigme de confrontation entre les États-Unis et la Chine, mais que cette confrontation, elle intervient dans un monde qui n'a plus rien à voir avec la guerre froide, avec l'URSS. On est dans un monde qui est totalement interdépendant et interconnecté. Ce qui nous fait penser que le sujet de la dédollarisation va encore pouvoir attendre un petit peu. On n'en est pas là, donc on reste avec du dollar quand même. Et puis malheureusement, sur le sujet européen, on est sur un continent qui est dépendant, avec un potentiel de croissance qui est pour nous durablement inférieur. Donc je vais m'arrêter là, je vais passer la parole à Gianluca, et on va peut-être commencer par le sujet qui vient de plus en plus dans l'actualité, qui est celui des dettes, et notamment des dettes publiques, et de savoir pourquoi c'est un sujet aussi important. Bonjour, alors effectivement le sujet est important. En fait il avait été mis un peu caché sous le tapis pendant quelques années. On a eu la pandémie, on a eu le quoi qu'il en coûte. Donc on avait un petit peu éliminé ce problème. Pour aborder un petit peu cette thématique de l'endettement public, nous sommes allés voir Cédric Thiers, professeur d'économie à l'Institut des hautes études internationales à Genève. Bonjour professeur Thiers. Bonjour. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation pour répondre à nos questions. Je vous propose de commencer par le sujet de l'endettement public. Dans certains pays développés, au cours des dernières années, on a accumulé des déficits année après année et aujourd'hui, le niveau d'endettement public est au plus haut en période de paix. Doit-on s'en inquiéter et est-ce qu'une crise de la dette publique est possible dans un grand pays développé? Alors c'est un vrai sujet. Une crise, qu'est-ce qu'on entend? Une crise, genre un défaut de paiement ou quelque chose vraiment de très sérieux, je ne me fais pas trop de soucis. Par contre, si par crise, on entend plus une pression sur les taux d'intérêt sur certains pays, là, il y a un risque qui est plus marqué. Donc au pire, ce que je peux voir comme scénario, c'est une pression des marchés, une certaine hausse des primes de risque, qu'on n'a pas encore vraiment vue, et qui est souvent un peu l'aiguillon pour que les autorités prennent les choses au sérieux et commencent à faire les réformes qui ne sont pas toujours agréables. De manière générale, pour qu'une dette publique soit soutenable, il faut que son coût, et donc les taux d'intérêt, soit suffisamment bas. Sommes-nous entrés dans une ère de dominance fiscale, à savoir une période au cours de laquelle, en fait, la politique monétaire doit tenir compte justement du niveau d'endettement et donc du coût de la dette publique, et pas seulement du niveau d'inflation ou de croissance de l'activité? Alors, je ne pense pas. C'est-à-dire, il est vrai qu'il y aura plus de pression. Ça, il faut s'y attendre. Le métier de banquier central, c'est aussi, c'est peut-être surtout de gérer la pression. Alors justement, pour que cette dette soit soutenable dans la durée, certains considèrent l'inflation comme étant une solution en fait à l'excès d'endettement. Est-ce qu'un relèvement de l'objectif d'inflation des banques centrales, aujourd'hui à 2%, vers 3% par exemple, est quelque chose d'envisageable? Il y a des bonnes raisons de le faire, mais qui ne sont pas du tout liées à la dette publique. Peut-être pour commencer, est-ce que l'inflation aide la dette publique? Oui et non. Si vous avez une surprise d'inflation, donc tout d'un coup le niveau des prix monte, personne n'avait vu venir, ça dilue votre dette. En revanche, si vous avez une inflation qui est prévisible, on sait maintenant que chaque année ce sera 4%, ça va se refléter dans le coût de la dette. Donc en fait l'inflation, si vous l'utilisez, il faut l'utiliser par surprise et après promettre de ne plus jamais le faire. Et donc d'après vous, quelle est la meilleure solution pour faire face justement à l'excès d'endettement public? Alors, il n'y a pas de miracle si je puis dire. Si vous avez une dette excessive avec des taux d'intérêt qui sont suffisamment élevés pour que vous ne puissiez pas vous dire finalement la croissance va me diluer ma dette, eh ben c'est soit vous remontez les impôts, soit vous baissez les dépenses. Et il y a plusieurs recherches qui ont montré que quand vous êtes dans ces situations, monter l'impôt en fait va vous pénaliser votre croissance, il vaut mieux agir sur la dépense.
On va illustrer un petit peu les différents points qu'on vient d'évoquer avec le professeur Thi, et on va regarder effectivement la situation de l'endettement public dans un certain nombre de grands pays développés. On voit qu'entre 2004 et aujourd'hui, le taux d'endettement public a augmenté quasiment partout. Et depuis 20 ans, si je prends par exemple le cas de la France et des États-Unis, ce taux d'endettement a carrément doublé. Mais on a quand même quelques exceptions. Alors, sans trop de surprise, on peut mentionner l'Allemagne. Ça ne va pas surprendre grand monde. On sait que nos amis allemands sont plutôt efficaces dans la gestion des finances publiques. De manière plus surprenante, par contre, on voit que la Grèce et le Portugal sont parvenus à réduire leur taux d'endettement au cours des 10 dernières années. Donc on voit que ce n'est pas une fatalité, que c'est possible, pour autant évidemment qu'on s'en donne les moyens. Un autre élément qui a été abordé avec le professeur Thi, c'est le coût finalement de la dette. Pour voir si une dette est soutenable, il faut que son coût soit abordable. Alors il est vrai, ici on a représenté justement la charge d'intérêt en pourcent du PIB d'un certain nombre de pays, et on voit qu'effectivement cette charge est en train d'augmenter, mais le niveau globalement reste relativement bas et donc plutôt gérable. Ceci n'empêche que pour éviter des poussées de fièvre des marchés financiers avec des primes de risque, comme nous l'a rappelé le professeur Thi, il faut quand même penser à agir sur l'endettement public et penser à le réduire. Alors, quelles sont les solutions ? Il n'y en a pas 36, comme nous l'a rappelé le professeur. On va commencer par la solution la plus évidente, mais qui est aussi la plus délicate politiquement et la plus douloureuse d'un point de vue strictement économique, qui est celle de réduire les déficits publics. Ici, nous avons représenté en orange la part des dépenses publiques en pourcent du PIB de différents pays, et en noir, nous avons représenté la part des recettes. On voit clairement que tout à droite de la slide, nous avons les pays européens, et on voit que dans les pays européens, le poids de l'État est beaucoup plus important qu'ailleurs. Et on voit clairement qu'en ce qui concerne l'Europe, résoudre la problématique du déficit en augmentant la fiscalité va être quelque chose de très difficile. Et vaut mieux agir, dans le cas de l'Europe, des pays européens, sur les dépenses et donc réduire les dépenses. Aux États-Unis, on a une marge fiscale qui est beaucoup plus importante. On voit qu'aujourd'hui, les taux d'imposition sont relativement faibles et qu'en perspective historique, les États-Unis ont connu d'autres périodes dans l'histoire où la taxation était plus élevée. Donc là encore, les États-Unis ont un avantage, on va dire, par rapport à l'Europe. De manière générale, pour éviter un dérapage de l'endettement public, il faut qu'on réussisse à maintenir un environnement dans lequel on a une croissance économique, une croissance du PIB nominale, donc je tiens compte de l'inflation, qui reste supérieure au coût de financement et donc au taux d'intérêt. Ici, on va prendre le cas de la France depuis 1960. On voit que dans les périodes ombragées, lorsque la courbe jaune, qui correspond à la croissance nominale du PIB, est supérieure à la courbe noire, qui correspond au coût et donc au taux d'intérêt, on est dans une situation où le taux d'endettement public, qui est la courbe marron, peut se réduire ou peut se stabiliser. Ça a d'ailleurs aussi été le cas relativement récemment. Et aujourd'hui, bonne nouvelle aussi, on est dans ce régime où pour l'instant, la croissance nominale est supérieure au taux d'intérêt et facilite le désendettement. Mais la vraie clé ici pour nous, elle est que, il faudrait assurer une croissance supérieure, et on va voir un petit peu comment on peut le faire. Et l'autre point que je voulais signaler ici, c'est que les banques centrales peuvent jouer un rôle important sur le coût de la dette, justement sur les taux d'intérêt. En cas de hausse injustifiée des taux d'intérêt, les banques centrales ont aujourd'hui les outils pour maintenir les taux d'intérêt à un niveau plus bas et assurer la soutenabilité de la dette. Mais si on se concentre un petit peu plus sur la croissance, on va se dire que pour augmenter la croissance potentielle, il faut travailler plus. Et là, malheureusement, l'évolution démographique attendue, la croissance de la population active, n'est pas très bonne, surtout en Europe, en particulier en Allemagne, en Italie, au Japon, en Chine également, comme on le voit ici. Au sein de la zone euro, la France devrait connaître aussi une contraction de sa population active d'ici 2050, mais elle devrait être relativement modeste. Et on retrouve une nouvelle fois les États-Unis et la Suisse, dans une moindre mesure, en position plus favorable. On peut aussi faire travailler les gens plus longtemps. Ici, on a le nombre d'heures travaillées dans différents pays. On voit que de manière générale, par contre, ici, la tendance est clairement plutôt vers une baisse. Mais là aussi, on voit que la baisse a été plus marquée, plus prononcée dans les pays européens plutôt qu'aux États-Unis. Mais la bonne solution optimale, c'est celle qui est prônée justement par Mario Draghi dans son rapport
sur la compétitivité européenne, qui est donc celle de travailler mieux, à savoir réussir à dégager des gains de productivité de son activité. Ici, on a le cas des investissements en pourcent du PIB, justement dans l'innovation. Europe, États-Unis, on voit que malheureusement l'Europe a stagné ses investissements depuis 2019, alors qu'aux États-Unis sont les premiers investisseurs finalement dans l'intelligence artificielle. Et ça se reflète très bien dans les chiffres, non seulement d'investissement, mais déjà de résultats de ces mêmes investissements, à savoir avec des gains de productivité qui sont beaucoup plus importants aux États-Unis qu'en Europe. Et on voit que la Suisse, encore une fois, est plutôt bien positionnée dans ce contexte-là. Est-ce que ça, c'est déjà le résultat des investissements en IA? Enfin, on a beaucoup parlé de l'IA, l'intelligence artificielle, pour améliorer la productivité. Où est-ce qu'on en est dans ce cycle-là? Alors, pour l'instant, on est encore dans la phase d'investissement. Ici, nous avons représenté l'évolution des investissements logiciels d'intelligence artificielle depuis 2020 avec des projections jusqu'en 2032. On voit qu'on s'attend à voir ces investissements se poursuivre. Mais aujourd'hui, on est surtout dans la phase justement d'investissement dans l'infrastructure, on va dire, de l'intelligence artificielle. Les gains de productivité devraient suivre. On y croit, on pense qu'effectivement nous sommes en train de vivre une révolution industrielle. Maintenant, est-ce que ces gains de productivité seront déjà visibles l'année prochaine? Il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Là, effectivement, la question reste ouverte. Mais c'est effectivement là-dessus que reposent tous les espoirs, si on veut, d'augmentation de croissance potentielle, notamment en Europe. Alors, petite synthèse à ce stade de la présentation. En ce qui concerne l'endettement public, on l'a dit, professeur l'a dit, c'est un problème. Il pénalise l'activité parce qu'il y a des choix politiques qui doivent être faits. Parmi les solutions, la douloureuse, c'est celle de réduire effectivement le déficit public. En Europe, plutôt par une réduction des dépenses. Aux États-Unis, il y a un peu plus de marge de manœuvre et on peut envisager une hausse de la fiscalité. La solution optimale, on vient de l'évoquer, c'est celle de générer des gains de productivité et relever le potentiel de croissance de l'économie. Enfin, la solution qu'on qualifie un petit peu de magique, c'est plutôt une solution qui sera utilisée pour éviter des périodes de panique, ou en tout cas de faire en sorte que des périodes de panique ne durent pas trop longtemps avec une intervention et une manipulation des taux d'intérêt par les banques centrales. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut maintenant parler un peu de la conjoncture économique ? Alors oui, si on regarde ici sur le graphique de gauche, nous avons en fait les perspectives de croissance du consensus des économistes pour 2024 dans différents pays. On voit que tout au long de l'année, aux États-Unis, on n'a pas cessé de relever nos attentes de croissance, qui devraient être à peu près de 2,5% pour cette année. Donc on voit une nouvelle fois que les États-Unis ont surpris par le dynamisme de leur activité économique. Dans la zone euro, on va dire qu'on n'a pas eu beaucoup de changements. Par contre, ce qu'on peut relever ici, c'est une meilleure dynamique en France par opposition à l'Allemagne, qui elle a particulièrement déçu cette année. La Suisse s'en sort pas trop mal et on est en train gentiment de revenir sur le potentiel de croissance de l'économie suisse. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit sur le graphique de droite. Là, on a les perspectives de croissance pour l'année 2025. Et on voit que Suisse et Europe devraient revenir gentiment vers leur potentiel de croissance. Par contre, aux États-Unis, aujourd'hui, le rythme de croissance est un petit peu trop élevé et on s'attend à avoir un soft landing ou en tout cas un tassement de l'activité économique. En ce qui concerne plus spécifiquement la Chine, on en reparlera et surtout on est retourné voir le professeur Thiers pour qu'il nous parle justement de la Suisse d'une part, mais également de la situation en Chine. L'économie suisse aujourd'hui bénéficie donc d'un environnement de taux d'intérêt qui est plus bas qu'ailleurs et aussi d'un taux de change qui est relativement stable par rapport à l'euro et au dollar, en tout cas cette année. Est-ce que cela signifie que l'économie suisse pourrait être la première à redémarrer un cycle d'expansion ? Oui, alors en fait, ce qui est très intéressant que la Suisse, c'est qu'on n'a pas vraiment eu de récession. On a pu casser l'inflation, il y a un ralentissement, mais sans plus. Je pense que c'est là une des conséquences de la crédibilité des banques centrales. Les gens ont compris qu'elles étaient là et que ça n'allait pas s'enraciner. Donc on a eu un ralentissement. Maintenant, le taux d'intérêt baisse en Suisse, ça devrait bénéficier à des activités comme la construction, qui sont quand même en baisse. Après, je ne m'attends pas à un boom très, très marqué. De nouveau, on est plus dans un retour à la normale après une période serrée qu'une activité plus expansionniste que la normale. Une autre variable très importante pour le développement de l'économie suisse, c'est la devise, le franc suisse. Peut-on considérer aujourd'hui le franc suisse comme étant encore surévalué ? La Suisse étant un pays à faible inflation, sa monnaie va se renforcer sur la durée. Donc si on corrige de ça, on met une tendance, on s'aperçoit qu'actuellement on est un peu sur cette tendance. Donc pour moi, je ne vois pas un peu de preuves flagrantes que le franc soit encore surévalué.
Passons maintenant à l'économie chinoise. Elle souffre d'une crise immobilière sévère. Est-ce que cette crise immobilière domestique peut se transformer en crise financière globale, comme en 2008 ? Alors, je pense pas. Alors, la crise chinoise est très réelle. Il y a eu un énorme boom de construction. En fait, ils ont beaucoup trop de capacités. On peut lire sur des villes quasiment vides. En plus, dans un pays où la population va plutôt être en diminution, il y a un vrai problème. On a eu des faillites de gros promoteurs immobiliers. Cela dit, ça reste un problème très interne. Et l'État chinois a les moyens de faire. On n'est pas dans une situation où des banques étrangères, européennes ou US, sont exposées au marché chinois. Donc, c'est très différent des subprimes américains, de ce plan-là. Aujourd'hui, la Chine fait face à un risque de déflation. Est-ce que pour vous, il est réel ce risque de déflation ? Je pense que oui. Quand vous arrivez dans un pays qui vieillit très vite, où il n'y a pas vraiment un filet de sécurité sociale très développé, la réaction, c'est d'épargner. Donc il y a une très forte propension à épargner des ménages chinois, et ceci déprime la consommation. Si la consommation est faible, une entreprise qui vise ce marché-là va être moins encline à investir. Et donc, vous avez en fait une sorte de faiblesse structurelle de la demande qui fait une pression à la baisse sur les prix. Donc, je pense que le risque de déflation est un vrai sujet pour la Chine. Alors, on va continuer à parler de la conjoncture. Et la bonne nouvelle qu'on a quand même depuis quelques mois maintenant, c'est la dynamique de la croissance des prix. En fait, l'inflation est de retour quasiment partout dans la cible des banques centrales, autour des 2%. Et donc, à partir du moment où les banques centrales ont atteint leurs objectifs, aujourd'hui, elles sont dans la position où elles peuvent commencer à réduire le coût du crédit et donc baisser les taux d'intérêt. C'est la Banque nationale suisse qui a commencé au mois de mars. Elle a été suivie par la Banque centrale européenne au mois de juin et la Réserve fédérale américaine a commencé son action également au mois de septembre. Mais donc ça veut dire si on a maintenant le cycle de baisse des taux, ça veut dire qu'on repart dans un nouveau cycle économique. Alors malheureusement, ce n'est pas si simple. Il y a toujours un décalage assez important entre le moment où une décision de politique monétaire est prise et le moment où cela se voit dans l'économie. Le décalage est à peu près entre 18 et 24 mois. Et aujourd'hui, nous sommes encore dans la phase où nous subissons les effets des hausses de taux précédentes. Alors on le voit ici dans le cas des ménages américains. On voit que le taux de défaut sur un certain nombre de crédits à la consommation sont en hausse et on ne voit pas de signe de retournement. De même, en ce qui concerne les faillites d'entreprises aux États-Unis, on voit qu'elles sont en hausse. On a un autre secteur aussi qui est en difficulté aujourd'hui, qui est le secteur manufacturier. Alors on voit aux États-Unis, par exemple, que la production industrielle stagne déjà depuis 2 ans, qu'elle a reculé ces 2 dernières années en Europe et qu'elle s'est carrément effondrée en Allemagne. L'Allemagne, aujourd'hui, a une production industrielle qui est 10% inférieure à ce qu'elle était il y a 10 ans. Un autre secteur qui est toujours, on va dire, la victime directe et désignée des hausses de taux d'intérêt, c'est le marché immobilier. Alors ici, comme illustration, nous avons choisi de prendre en fait les crédits de bureaux titrisés et on voit que le taux de défaut sur ces crédits titrisés est en hausse. Et une autre manière de le voir, c'est lorsqu'on investit sur les marchés cotés dans l'immobilier. C'est ici la courbe noire. On voit que depuis 5 ans, on a subi une volatilité importante. Il y a eu 2 baisses assez prononcées de l'ordre de 30% dans ce genre d'actifs. Par contre, pour les investisseurs qui peuvent avoir un horizon plus long et moins besoin de liquidité, passer par l'investissement dans l'immobilier privé permet de dégager une performance au final meilleure, mais surtout, en ce qui nous concerne, une volatilité qui est beaucoup plus faible. Il y a quand même de bonnes nouvelles au niveau conjoncturel et même un peu plus que conjoncturel, c'est presque du structurel, c'est le taux d'endettement des ménages. On a vu que les États sont très endettés, mais c'est beaucoup moins vrai, beaucoup moins le cas pour les ménages. Et on voit que globalement, dans quasiment l'ensemble des pays du monde, on a eu un taux d'endettement des ménages qui a baissé au cours des 10-15 dernières années. L'autre élément aussi plutôt rassurant, et là il concerne plutôt l'Europe à vrai dire, c'est qu'on a un taux d'épargne aujourd'hui qui est très élevé. Si on prend le cas de la France par exemple, il est aujourd'hui plus élevé que ce qu'il était avant la pandémie. Par contre, aux États-Unis, d'où l'idée quand même d'un certain ralentissement de l'activité économique aux États-Unis, on voit qu'aux États-Unis, le taux d'épargne des ménages est aujourd'hui de retour à des niveaux particulièrement bas. L'autre élément aussi à prendre en considération dans le cycle économique et pour l'année 2025, c'est qu'en Europe, en zone euro, en fait, nous aurons le retour de l'application des critères de Maastricht.
Et vu les excès d'endettement et de déficit public de ces dernières années dans un certain nombre de pays, certains pays, ici on a illustré la France et l'Italie, vont devoir faire des ajustements assez importants. Ce n'est pas le cas de tous les pays. On recite ici l'Allemagne, mais aussi la Grèce et le Portugal, qui eux vont disposer d'une marge de manœuvre plus importante et donc seront moins bridés, on va dire, par la problématique de déficit. La bonne nouvelle quand même, c'est qu'à l'échelle du continent, à l'échelle de la zone euro, ces efforts seront largement compensés par la poursuite du déploiement des plans de relance de la Commission européenne qui avait été décidé au moment de la pandémie. Donc ça, c'est l'Europe. On a quand même le sujet de la Chine, qui est la deuxième économie mondiale. Donc on a parlé de surcapacité de production, mais il y a un vrai problème immobilier, on l'a vu aussi. Oui, c'est clair. Le problème immobilier est flagrant. Tu as parlé tout à l'heure des surcapacités dans le secteur manufacturier. On voit qu'ici, sur le graphique de gauche, en jaune, nous avons représenté les investissements dans le secteur immobilier et ils sont en chute de 30%. Et on a toujours un niveau de stock de maisons invendues qui est élevé. Donc clairement, la situation immobilière, malgré les mesures qui sont en train d'être prises par les autorités, est une crise qui va prendre du temps pour être résorbée. Parce qu'en fait, on est en train de toucher quelque part à la problématique de l'excès d'endettement des ménages chinois aujourd'hui. On voit que si on compare le niveau d'endettement des ménages aujourd'hui en Chine par rapport à ce qui s'est passé au Japon précédemment et aux États-Unis par la suite, on voit que lorsqu'on atteint un certain niveau d'endettement, il faut une longue période avant de parvenir à retrouver un niveau d'endettement plus satisfaisant et soutenable. Mais long comment? Parce que là, on voit... On parle d'années. Si on prend le cas des États-Unis, l'ensemble du graphique part de 97 et se termine en 2025. Au Japon, le graphique part de 1980 et se termine en 2008. Donc, c'est des graphiques de longue période. Donc, effectivement, ça se chiffre en années. Ce n'est pas une reprise qui peut se faire rapidement. Ce d'autant plus qu'en ce qui concerne les ménages chinois, 2/3 de leur épargne est aujourd'hui mobilisée justement dans l'immobilier, dont les prix baissent. Donc, évidemment, ceci affecte la confiance des ménages. Et comme tu l'as montré, aujourd'hui, on a une consommation qui est quasiment à l'arrêt en Chine. Donc, il faudra du temps pour que la Chine puisse retrouver un niveau de croissance plus satisfaisant, malgré les mesures de relance qui sont en train d'être adoptées en ce moment. Alors si schématiquement, on devait positionner nos différentes zones géographiques couvertes sur un graphique de croissance, on commence par la Suisse. La Suisse devrait se rapprocher de nouveau en courant 2025 de son potentiel de croissance. L'Europe devrait suivre avec un taux de croissance qui sera quand même plus faible. On pense que la Chine va rester dans un creux d'activité pendant une période plus ou moins prolongée. Et qu'enfin, les États-Unis, qui, on l'a vu, viennent d'un niveau de croissance qui est encore très satisfaisant, au-dessus du potentiel, devraient gentiment avoir une croissance de l'activité qui sera légèrement inférieure à son potentiel. Ok, mais alors qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça du point de vue de nos stratégies d'investissement? C'est ça qui nous intéresse quand même. Alors, on va commencer déjà par les performances enregistrées en 2024. Les actions ont très bien fait, surtout aux États-Unis, dernièrement également dans les émergents, mais globalement, les actions ont vraiment délivré de très bonnes performances. Elles sont représentées en rouge. En vert, nous avons les obligations. Elles ont elles aussi contribué positivement à la croissance des performances des portefeuilles. Dans le cas des portefeuilles francs suisses, et c'est là-dessus que vous êtes probablement beaucoup plus concernés que d'autres, on a intégré déjà en fin d'année dernière une poche d'immobilier résidentiel qui a très bien fait aussi sur la période. Mais la vraie star de l'année 2024, c'est l'or, avec une progression de plus de 25% en dollars américains et on a la même performance en francs suisses. Mais comment on explique cette performance de l'or cette année? Alors, c'est vrai que si on prend un petit peu de recul, on voit que l'or, représenté ici dans différentes devises, s'est apprécié contre toutes les devises depuis déjà bientôt 25 ans. Globalement parlant, au cours de ces années, l'or a profité d'un environnement de taux d'intérêt qui était plutôt bas et surtout d'une hausse des craintes liées à l'endettement public, comme on l'a vu. Mais au cours des 2 dernières années, ce qui a vraiment permis à l'or de progresser en termes de prix, c'est le fait qu'on a un nouvel acheteur marginal qui a doublé ses achats. Et ici, on est en train de parler des banques centrales, notamment des banques centrales émergentes. Si on revient un petit peu en arrière, au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine, une des sanctions qui ont été prises à l'encontre de la Russie, ça a été de geler les réserves de change de la Banque nationale russe auprès de la Fed et la BCE. Depuis,
les banques centrales émergentes ont commencé à diversifier leurs réserves de change préalablement en dollars. Elles ont commencé à en mettre une partie en or. Et ça, c'est un changement structurel qui devrait permettre alors de poursuivre sa progression. Ok. Mais donc si on revient maintenant au cycle de desserrement monétaire qui a été entamé par les banques centrales, comment ça va se traduire sur les actions et les obligations? C'est quand même le gros du portefeuille. Alors effectivement, ce qu'on a fait, c'est que sur le graphique de gauche, nous avons regardé la performance de l'indice des actions américaines 1 an avant la première baisse de taux et 2 ans après cette première baisse de taux. Et on voit que aujourd'hui, nous sommes sur la courbe bleue, en 2024. La suite va être vraiment déterminée par l'évolution du cycle de l'activité économique. Ce qu'on voit que si la Réserve fédérale parvient à éviter une récession ou un ralentissement trop marqué, on pourra avoir une poursuite de la hausse des actions. Si par contre, finalement, le tassement de l'activité se révèle plus profond, plus marqué que ce qui est aujourd'hui anticipé, on a encore une volatilité qui peut être importante sur les actions. Par contre, sur les obligations, quel que soit finalement le résultat ou l'évolution de l'économie, on devrait avoir les obligations à long terme qui devraient bien performer, ne serait-ce que parce qu'on aura justement ces baisses de taux d'intérêt qui vont être opérées par les banques centrales. Si on veut limiter un petit peu la volatilité des actions sur les marchés cotés, il y a toujours la partie private equity, partie non cotée qui peut être intéressante. On assiste à une démocratisation de la classe d'actifs, des actifs non cotés en général, déjà depuis une vingtaine d'années. On voit que les encours ont été multipliés par 7. Et si on regarde la performance des actions non cotées par rapport à celle des actions cotées au cours des 5 dernières années, on voit que les performances du non coté est tout à fait comparable à celui du coté, mais surtout, on parvient à atteindre ces performances avec une volatilité qui est plus faible. Le prix à payer est toujours le même, à savoir un engagement plus long de la part de l'investisseur et donc une moindre liquidité. Et sur l'échange, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'échange? Sur l'échange, on a toujours un petit peu la même histoire à raconter. Quelque part, le dollar est cher, mais il est cher pour de bonnes raisons. Et il n'y a pas de raison qu'il devienne forcément beaucoup moins cher l'année à venir. Donc le dollar continue à profiter à l'investisseur par sa croissance et toujours des taux d'intérêt qui sont quand même supérieurs à ceux qu'on a dans d'autres devises. Et l'autre devise qu'on aime beaucoup toujours, c'est le franc suisse. On l'a dit, on le voit ici, il n'est plus surévalué et dans un portefeuille, il joue toujours clairement son rôle de protection et donc amène de la diversification au portefeuille. Sur dernier graphique sur les obligations, ici nous avons représenté les courbes souveraines des taux d'intérêt aux États-Unis, en zone euro et en Suisse. Le cycle de desserrement monétaire qui vient de commencer devrait conduire à ce que les taux à court terme passent assez rapidement sous les taux d'intérêt à long terme. Donc pour nous, c'est le dernier moment quelque part pour rallonger la duration et quelque part bloquer des niveaux d'intérêt plus importants pour une durée plus longue. En Suisse, par contre, et c'est la courbe jaune, on voit que les taux d'intérêt offerts aujourd'hui au-delà d'un an de maturité sont relativement faibles. On parle de 0,4-0,5%. Quand bien même la Suisse est un pays à faible inflation, l'inflation moyenne en Suisse est plutôt autour des 1%, mais on voit qu'un coupon de 0,4-0,5% est insuffisant pour couvrir l'inflation. Donc en termes réels, on risque effectivement de perdre de la valeur. Donc en ce qui concerne le franc suisse, notre alternative pour nous, on l'a évoqué, c'est clairement l'immobilier résidentiel coté. Mais, et pour conclure, c'est notre dernière slide. La chose la plus intéressante pour nous, c'est de pouvoir à nouveau, et c'est vrai depuis 2 ans, reconstruire des portefeuilles robustes et bien diversifiés. Parmi les actifs traditionnels qu'on utilise pour protéger le portefeuille, nous retrouvons l'or, sur lesquels nous continuons à avoir une vue constructive, et nous avons de nouveau les obligations souveraines à long terme et l'immobilier coté en francs suisses. Ces 2 dernières classes d'actifs, d'ailleurs, elles peuvent aussi jouer le rôle de rendement. Elles apportent du rendement avec des coupons à la valeur du portefeuille. Mais si on veut du rendement, on peut également le trouver dans les produits structurés décorrélés des autres classes d'actifs. Les hedge funds également, les fonds alternatifs peuvent amener également du rendement, tout comme la dette privée. Et enfin, les obligations d'entreprise ont clairement notre préférence avec l'immobilier privé. Ces 2 dernières permettant également d'engendrer des gains en capital. Mais pour le gain en capital, c'est clairement un peu plus de risque qu'il nous faut prendre. Et là, c'est sur les actions ou sur le private equity. Terminé ici la présentation et on va pouvoir maintenant répondre à vos questions.
Christian? S'il y a des questions.